Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format en duo et à cette occasion on reçoit Émilie de Émilie Photographie Le Monde qui en plus est membre du collectif Magnetic Story. Et pour commencer, on va faire simple, je vais laisser Émilie se présenter tout de suite. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Marion, merci de m'accueillir dans cette vidéo. Donc moi je suis Émilie de Émilie Photographie Le Monde et je suis photographe et formatrice photo. Depuis un peu plus de 5 ans, j'accompagne les professionnels et les entreprises à créer leur univers photographique et à faire des photos qui leur ressemblent à 100% et leur permettent de se démarquer de la concurrence. Trop bien. Et justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur cette niche-là des entrepreneurs ou des créateurs avec leurs photos produits plutôt que peut-être des photos de mariage ou des photos en studio ou ce genre de choses? Ouais, bien sûr. Alors c'est assez simple en fait, c'est que quand j'ai commencé, déjà j'avais pas envie de travailler le week-end, donc les mariages c'était pas la peine. À la base c'était vraiment un choix purement organisationnel et tout ça. Et puis finalement, les opportunités au début ont fait que j'ai trouvé naturellement du travail, enfin des missions dans les anciennes entreprises où j'ai bossé et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment plus intéressant en fait d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à se faire connaître, en fait à faire partie de leur croissance plutôt que de faire des prestations avec les particuliers, tout simplement. Ok, mais c'est hyper intéressant de voir comme un choix à la base un peu opportuniste par rapport à l'organisation, etc. fait que tu t'es découvert aussi un angle qui t'intéressait vachement plus. Quoi. Ah ouais, complètement, ouais, En fait, j'ai jamais fait de mariage finalement et j'ai fait quelques shoots avec des particuliers, genre qui sont en couple, des choses comme ça, ouais. Mais j'étais pas autant passionnée, ça me faisait pas autant de plaisir de faire des recherches et tout. Voilà. Et puis il y avait pas ce côté vraiment univers photographique. En fait, c'est plus qu'est-ce que t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimes pas. Mais c'était moins challengeant, je trouve. Voilà, c'est vrai que tu fais partie d'un tout, d'une stratégie plus globale de communication et puis souvent c'est quand même une étape assez challengeante pour les entrepreneurs de se faire prendre en photo. Autant leurs produits ça va, les faire prendre en photo ça fait pas peur, mais soi-même on n'est pas toujours tous à l'aise. Format vidéo, format photo, on sait tous que souvent on a du mal à passer le cap, donc il y a aussi cette facette d'accompagnement qui est hyper importante sur la prestation que toi tu proposes. Complètement, ouais. Et c'est vrai que depuis le début, quand j'accompagne les entrepreneurs justement, tout ce qui est prestation de personal branding, je vois vraiment il y a toujours cette appréhension de passer dans l'objectif. Et j'ai même des personnes, j'ai vraiment l'impression qu'elles partaient à l'abattoir alors qu'en fait je suis là, non mais ça va bien se passer, on va juste se prendre en photo. Quand je vois justement leur regard qui s'éclaire quand je leur montre les photos sur mon appareil, qu'elles voient finalement que le rendu est sympa et puis qu'après elles ont des belles photos, des belles images qui leur correspondent pour leur communication, je trouve que ça aide énormément à prendre conscience. Ça aide aussi à passer, je trouve, un stade en fait dans son développement d'entreprise en fait. Et ça, moi je trouve que de contribuer du coup au développement des entrepreneurs, c'est quelque chose qui est hyper gratifiant. Quoi. Du coup, ça va parfaitement avec la question d'après qui était quelle place occupe la photo selon toi dans cette stratégie de personal branding? Pour moi, c'est capital. Franchement, quand on est solopreneur ou chef d'entreprise et qu'on communique en son nom propre, en fait, je pense que la photo, finalement, notre image, nous qui on est, c'est vraiment ce qui fait qu'on fédère les gens. Et la photo, c'est un moyen de représenter ça, en fait. Donc, c'est... Pardon, j'ai un bug. Et du coup, c'est vraiment hyper important, en fait, parce que moi, j'ai toujours tendance à dire qu'en fait, vraiment, la photo, c'est aussi... ça fait partie de l'univers de marque et ça permet aussi de se positionner, en fait. Je trouve que par exemple si on a des photos vraiment qualitatives avec un univers vraiment pro et que ça va avec le reste du branding, on peut se positionner sur des offres un petit peu plus haut de gamme, alors que si on a des photos faites en mode selfie, un peu flou, de mauvaise qualité, tout ça, avec un branding moyen, ça va être compliqué de vendre des prestations à étiquette, je crois. Carrément, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir la cohérence de cet univers visuel dont la photo fait partie avec le positionnement qu'on a envie d'avoir, parce que si on veut être un peu haut de gamme, ou en tout cas ne serait-ce qu'inspirer confiance, avoir cette posture de professionnel, de suite avoir des photos de qualité, je sais pas, ça renvoie de suite quelque chose, même si on n'y fait pas attention consciemment. Les gens quand ils arrivent et qu'ils voient une photo bien présentée, avec un bon éclairage, bien net, etc.,
ils ont de suite plus envie d'en savoir plus que si la photo elle est toute brouillon et qu'on a l'impression que c'est une photocopie de la photo d'identité qui est passée par là, quoi. C'est clair, c'est clair. Et justement, pour toi, quel type d'entrepreneur peut faire appel à un photographe pour ce type de séance ou justement pour photographier ses produits, parce que c'est pas uniquement pour les prestataires de services au final. Complètement. Moi j'ai envie de dire, je pense que tout le monde peut faire appel à un photographe pour son branding et pour son entreprise, quel que soit le secteur d'activité. À partir du moment où on communique, évidemment sur les réseaux, évidemment un minimum, et sur internet. Après ça peut être aussi utile si on fait juste des flyers ou des catalogues et tout, mais c'est vrai que dans l'idée, pour peut-être l'artisan qui travaille avec beaucoup de bouche à oreille, qui n'a pas de site internet et tout, on est d'accord que ça ne sert pas forcément à grand chose. Par contre, à partir du moment où je pense on commence à vouloir mettre en place une stratégie de communication, les photos sont indispensables. Et après, c'est comme tout, en fait, ça dépend du stade de développement d'entreprise. Moi, je n'ai pas forcément à conseiller à quelqu'un de se ruiner tout de suite dans les petits premiers mois de son activité avec des photos pro, si c'est vraiment quelque chose qui va le mettre en difficulté financièrement au niveau de sa trésorerie. Et aussi parce que le personal branding, ça implique aussi d'avoir fait un travail un petit peu d'introspection, de savoir un peu quelles sont nos valeurs, nos visions, notre pourquoi. Et je pense que si on n'a pas fait ce travail-là, c'est un peu compliqué d'avoir des photos qui reflètent à 100% ce qu'on veut représenter. Après, encore une fois, c'est comme tout dans le branding et tout, ça évolue. Hein. Donc l'entreprise, elle évolue, rien n'est figé, donc on peut faire une première séance photo et puis en refaire une dans un an parce qu'on a évolué. C'est pas un souci. Mais bon, en tout cas... peut-être qu'au début, si on ne sait pas trop ce qu'on va représenter et qu'on n'a pas le budget, c'est pas forcément obligatoire, quoi. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir cette vision de ce qu'on a envie de dégager à travers la séance photo, et pour ça, il faut avoir fait ce travail-là en amont. Effectivement, souvent, ça évolue. Enfin voilà, moi je sais que je suis pas la même entrepreneur aujourd'hui qu'il y a 5 ans quand je me suis lancée. Ouais. Mais en tout cas, à l'instant T, il faut que ça reflète ce que vous avez envie et il faut être capable de l'expliquer un minimum au photographe avec qui on travaille, même s'il est là aussi pour nous guider, pour poser les questions et orienter la séance. Il faut être un peu au clair avec soi-même au départ, quoi. Complètement, ouais. Alors, ça, c'est vraiment tout ce qui est personal branding. Pour les produits, moi, j'ai quand même une petite nuance. Je pense que dès le début, si on veut vendre ces produits sur Internet, surtout si on n'a pas de boutique physique, c'est vraiment important d'avoir des photos qui permettent de se projeter, des photos qui sont vraiment qualitatives. Donc, soit vaut mieux prévoir un petit budget pour déléguer, soit il faut se former à minima pour apprendre à faire soi-même, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit aussi des gens sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que c'est là où souvent les produits se vendent, etc., avec les fonctionnalités en plus boutique et tout. Mais quand les photos, elles sont pas de qualité, que c'est sombre, que c'est brouillon, qu'on voit pas bien le produit, etc., encore une fois, ça inspire pas confiance, ça donne pas envie d'acheter le produit, alors qu'il est certainement très bien, quoi. Donc ça a vraiment cette importance-là, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a vraiment ce côté première impression. Et effectivement, comme tu dis, soit on le délègue à quelqu'un, soit on apprend à le faire, mais avoir cette casquette-là, cet œil-là est vraiment important pour percer tout simplement, et avoir une chance en tout cas de se faire sa place. Complètement, je suis absolument d'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, ou plusieurs d'ailleurs, pour les photos de profil sur les réseaux sociaux ou la page à propos, parce que souvent c'est des photos qu'on recycle, voilà aussi une photo que vous avez, que vous aimez bien, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, c'est pas du tout un problème. Est-ce que toi, il y a un conseil que tu aurais pour, si on doit se prendre en photo pour sa photo de profil, essayer d'avoir quelque chose, comme on disait, de qualitatif? Ouais, complètement. Première chose, c'est la lumière. C'est mon cheval de bataille, la lumière. C'est absolument important d'avoir un bel éclairage. Ça peut vraiment foirer une photo ou au contraire, vraiment la sublimer. Donc, je conseille de se placer pas loin d'une fenêtre pour avoir la meilleure luminosité possible. Enfin, sauf évidemment si vous habitez dans une maison avec que des baies vitrées partout. Dans ce cas-là, peut-être qu'on se met un petit peu au milieu, mais sinon, près de la fenêtre. J'aurais tendance à dire un peu de 3/4 aussi, parce qu'en fait, si on se met de face, quand on va se prendre en photo, on aura l'ombre de l'appareil qui va se mettre sur nous. Si on se met de profil, on va avoir une partie du visage qui va être dans l'ombre, ce qui n'est pas un souci si c'est le rendu qu'on veut avoir, ce côté un peu clair-obscur. Mais sinon, je conseille du coup d'un petit peu de 3/4, comme ça ça permet de mettre l'appareil pas tout à fait en face de la fenêtre en fait, et de ne pas avoir l'ombre, et en même temps d'être éclairé de manière optimale, et en fait c'est d'avoir une jolie ombre. Donc ça c'est la base, ouais. Si jamais vous photographiez avec votre smartphone, moi je conseillerais d'utiliser le mode portrait en général. Ça dépend, parce que des fois le mode portrait il fait vraiment
trop flou, en fait, ça fait un peu faux. Donc, ouais, il y a une espèce t'as l'impression d'avoir déjà un filtre. C'est ça, ouais. Donc, doser avec parcimonie. Je crois que sur les iPhones, on peut régler l'intensité, donc essayer de ne pas avoir la main trop lourde, doser. Par exemple. Et sinon, c'est intéressant. Si jamais vous utilisez un appareil photo, dans ce cas-là, essayez d'avoir une petite profondeur de champ, justement, pour avoir ce joli flou d'arrière-plan. Et puis après, essayez d'être naturel, ça c'est le plus dur. Le plus dur. Voilà, essayez de réfléchir à quel est votre profil préféré, peut-être, si vous êtes un peu de 3 quarts ou comme ça, c'est important. De prendre à peu près la photo à hauteur du visage aussi, d'éviter un peu la contre-plongée, qui met en avant, mais qui ne fait pas forcément hyper pro, même si ça peut le faire, et plutôt la plongée, pardon, et la contre-plongée qui, pour le coup, met pas du tout en valeur. Voilà, coucou le double menton. Oui, totalement, le truc où tu vois que ça. Ouais, c'est ça. Trop bien, merci pour tes conseils. Et petite question, du coup, puisqu'en plus de tes prestations justement de photographe, tu l'as dit en début, quand tu t'es présentée, tu proposes aussi d'autres choses comme la formation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, tout à fait, ouais. Alors du coup, je me suis concentrée pour l'instant sur la photo produit, puisque j'ai constaté qu'il y avait quand même une demande plus importante de la part des créatrices de se former à la photo produit. Il y a quand même, je pense, plus un point de douleur là-dessus que genre sur les prestataires de services qui finalement ont besoin de moins de photos pour communiquer. Et puis aussi, moi j'avais à cœur d'aider ce secteur d'activité-là, donc voilà. Donc j'ai pour l'instant, je suis en train d'essayer de construire un écosystème de formation pour vraiment essayer de les aider de manière globale et aussi en fonction de leurs problématiques, parce que tout le monde n'a pas les mêmes problématiques photo. Donc j'ai une première formation qui est ma formation un petit peu signature, qui apprend vraiment la photo de A à Z en passant du matériel au réglage, à la gestion de la lumière, création d'univers photographique, retouche, composition, tout ça, enfin vraiment très complète. Donc c'est ma formation Prodistar. Et ensuite j'ai pour l'instant deux plus petites formations, donc le guide de la mise en scène produit qui est une formation vraiment très rapide et actionnable justement pour faire des belles mises en scène en quelques minutes. Et Prêt à shooter qui est ma formation vraiment pour organiser son shooting de A à Z et pour apprendre à faire des photos de ses vêtements et accessoires portés, même si on est soi-même le modèle, parce que je sais que beaucoup de créatrices se prennent en photo elles-mêmes et c'est vraiment pas évident. Oui, c'est vrai que moi je suis pas mal de boutiques, de petites entre guillemets boutiques en ligne, en tout cas des boutiques indépendantes, et souvent la fondatrice c'est elle qui se prend en photo, qui se met en avant. Sur les réseaux sociaux, et c'est pas évident de se prendre en photo, c'est clair. Toute seule encore moins, et mettre en avant et en valeur le produit. C'est le triple combo de problématiques, complètement. Non, mais elles sont courageuses quand même, parce que c'est pas évident d'oser aussi se mettre en avant comme ça, donc trop bien. Et effectivement c'est hyper complémentaire en fonction des problématiques et aussi de là où peut-être elles en sont dans leur business. Oui. Exactement, C'est vrai que les photos produites, on a souvent besoin plus souvent que, comme tu disais, un prestataire de service, même avec une dizaine de photos, déjà il a de quoi faire tourner et tout, alors que tes produits, tu as besoin de plusieurs photos pour chaque produit, et puis si tu renouvelles tes produits, il faut vachement renouveler aussi tes photos, donc se former, ça peut être le bon combo, en tout cas pour se lancer et après... avoir le budget une fois qu'on grossit pour déléguer ça, quoi. Complètement. Sans compter que certaines créatrices aussi font travail en très petite série ou en pièces uniques. Et là, c'est logistiquement très compliqué, voire impossible de faire appel à un photographe. Donc je trouve que c'est quand même le plus simple qu'elle puisse être autonome là-dessus, quoi. Trop bien. Et du coup, maintenant j'ai envie de passer un peu à ta casquette d'entrepreneuse. On a vu la casquette photographe, maintenant la casquette entrepreneuse, parce que justement photographe c'est ton métier, mais tu as aussi un parcours en tant qu'entrepreneur. Est-ce que justement tu peux nous expliquer un peu depuis quand tu es entrepreneur, par les grandes étapes par lesquelles tu es passée et tout ça? Oui, bien sûr, ouais. C'est une longue histoire. C'est ça qui est intéressant. Alors le projet entrepreneurial est né en 2017 en ce qui me concerne. Quand j'ai quitté le salariat, je me suis dit je vais me lancer photographe. À ce moment-là, j'avais jamais fait de photo en dehors du loisir. Et j'avais aucune idée d'à quoi ressemblait l'entrepreneuriat. Ok, donc ça veut dire qu'avant tu n'étais pas photographe quand tu étais salariée, tu faisais un tout autre métier. Ouais, je faisais un autre métier, ouais. Ok. J'avais fait quelques photos dans la communication de mon ancien travail, mais c'est là que je me suis dit,
peut-être la photo produit, il y a quelque chose à faire là-dessus parce que c'était quelque chose qui me plaisait pas mal, mais c'est vrai que non, j'étais pas photographe du tout. Donc ça a été un petit peu long, donc je me suis le temps de réfléchir, je me suis formée à la photo déjà, parce que ça c'est la base. Pour ça j'ai fait des collaborations avec des marques émergentes justement. J'ai fait pas mal de reportages aussi d'événementiels, je suis allée sur des événements de la ville par exemple, et j'ai shooté, voilà, parfois j'ai proposé aux organisateurs de leur partager mes photos en échange aussi, un peu de visibilité et tout ça, et puis moi ça me challengeait un petit peu de savoir qu'il y avait un enjeu quoi. Voilà, j'ai fait des collabs aussi avec des gens que j'ai trouvés sur les réseaux et tout ça. Et ça m'a permis de me construire un portfolio et de me former à d'autres techniques de photo que la photo de voyage que j'avais appris au départ. En janvier 2018, j'ai créé ma micro-entreprise. Et pendant 2 ans, ça a été compliqué. Franchement, à l'époque, je me formais pas, en tout cas pas sur l'entrepreneuriat. J'étais typiquement entrepreneur sur son canapé en dire comment trouver des clients qui googlaient et qui ne trouvaient pas la réponse sur internet évidemment. J'ai commencé à me développer beaucoup avec le bouche à oreille, j'ai fait beaucoup de réseautage à Bordeaux et tout ça. Et puis ensuite, en mars 2020, je commençais à bien me lancer, à avoir des projets et tout. Et puis le confinement est arrivé, le Covid a frappé. Le fameux. Et là, tout s'est écroulé. Donc là, j'étais obligée de reprendre un travail salarié pendant quelques mois, juste histoire de payer les factures, parce que j'avais plus de trésor, j'avais rien. J'avais pas de rentrée qui était prévue. Puis c'est vrai que maintenant, après on a appris à vivre avec, mais c'est vrai qu'en mars 2020, c'était vraiment l'angoisse que va être le lendemain. Donc, oui, on savait même pas à quoi allait ressembler l'après, ni quand ça allait être ce fameux après et tout. Donc je me suis dit, mieux vaut prévenir que guérir, je vais pas vivre sur mes économies, là, on va bosser un petit peu et puis voilà. Et à ce moment-là, justement, moi je voyais beaucoup de newsletters, de messages et tout, de gens qui disaient, je sais qu'on vit un moment difficile et tout, mais je vous assure, dans un an, on verra plein d'entrepreneurs qui ont saisi des opportunités, qui ont eu des idées innovantes et qui ont réussi. Et moi, ça me rendait malade de voir ça parce que moi, je me sentais dans une impasse. Et je me suis dit, c'est pas possible, je veux faire partie de cette vague de personnes qui ont rebondi grâce au Covid. Donc, j'ai puisé justement dans mes derniers deniers sur mon livret A et je me suis offert un coaching business. Et ça a clairement changé le game. En fait, voilà, j'étais de complètement désorganisée, sans aucune stratégie, sans rien savoir. En fait, j'ai tout restructuré. Donc vraiment je me suis repositionnée, j'ai travaillé mon persona, j'ai revu mes offres, et ça a tout changé en fait. Et j'ai lancé ma newsletter à ce moment-là et j'ai annoncé justement ce nouveau positionnement, la sortie de mon nouveau site en newsletter. Et j'ai été immédiatement contactée par plein de prospects, des clients justement qui m'avaient lâché l'année d'avant parce que soi-disant j'étais trop cher. Et qui sont revenus justement parce que j'étais spécialisée en images de marque et en création de contenu Instagram. Et là, ils sont revenus et là, je leur ai facturé beaucoup plus cher et puis... Ça posait plus de problème. Ça posait plus de problème. Donc voilà, donc là, ça a tout changé quoi. C'est fou comme, des fois, on a du mal à se dire, je vais investir sur un truc que je ne vois pas, que je ne peux pas savoir exactement comment ça va transformer ma vie, clairement. Ouais. Mais prendre ce risque-là, c'est ce qui t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui. Complètement. En plus, vu que de toute manière, on était confinés, donc moi j'en profitais, je bossais sur semaine, le soir et le week-end, je bossais justement à me développer, à travailler sur les nouvelles offres et tout. J'ai l'impression que je me suis jamais autant sentie entrepreneur qu'à ce moment où j'étais repartie temporairement salariée. En fait, je me suis vraiment challengée, je me suis dit maintenant il faut y aller parce que sinon, tu vois ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ton futur, donc... Et je voulais pas que ça soit ça. Donc... C'est fou, parce qu'en fait, souvent, on oublie cette casquette entrepreneur parce qu'on est dans nos métiers. Ouais. Alors qu'en fait, tout le côté communication, poser les bases de son business et tout, c'est un truc qu'on fait parfois au début, parfois on le fait pas. Clairement, et on le fait pas assez souvent au final. On ne prend pas le temps parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps et tout, mais c'est ce qui va changer la donne aussi. Effectivement, les gens ont changé de perception de toi. Et dès lors, finalement, le prix, c'était plus vraiment une question. Les gens savaient exactement ce que tu faisais, donc ils savaient que quand ils contactaient, ils avaient la bonne personne en face. Il n'y avait plus ce truc aussi où toi, tu perdais du temps certainement avec des gens qui ne correspondaient pas à ta cible. Exactement. Et là aussi, ce qui a changé la perception des gens de moi, c'est surtout que moi, j'ai changé ma perception de moi, en fait. Parce que les premières années, j'avais du mal à convaincre les gens de dépenser des centaines d'euros dans une séance photo. Comme moi-même, j'aurais pas investi 50 € dans mon business, quoi. Ouais. Du moment où j'ai vraiment investi
une somme importante pour ce coaching, et ben je me suis dit oui, investir dans son entreprise c'est bien, enfin je veux dire c'est justifié, c'est pas juste de l'argent dépensé, voilà. Et là du coup je me sentais beaucoup plus légitime pour présenter mes prestations comme de l'investissement en fait. Ouais. Bah parce que tu étais devenu l'exemple de tes propos au final. Exactement, donc, c'était beaucoup plus facile d'avoir cette posture-là. Parce que c'est vrai, je comprends. Ce côté, si moi je le fais pas, pourquoi les autres le feraient? Bah c'est ça, genre je veux pas te dire dépense tant d'argent pour une séance photo alors que moi-même je les sortirais pas quoi. Ouais. Mais maintenant je sais que je peux les sortir et j'ai même sorti plus pour d'autres prestats et du coup je suis là, oui voilà, si t'as pas le budget c'est compréhensible, mais par contre si tu veux vraiment une image pro il faut des photos pro et à ce moment-là il faut prévoir un budget quoi. Ouais, quitte à te dire je le fais pas maintenant, j'attends un peu mais je sais qu'il faut compter à peu près telle fourchette, j'économise et quand j'ai les fonds je le fais quoi. Évidemment Mais ça se prévoit en fait, il y a aussi ce côté-là de prévoir ses investissements, que ce soit pour les photos, pour la communication. Des fois on veut le truc tout de suite, mais peut-être qu'il faut mieux attendre pour avoir la bonne personne avec qui vous avez envie de travailler. Mais ça, c'est aussi encore une fois, le mindset entrepreneur, c'est dire ok, je sais ce que je veux, là où je veux aller, voilà les moyens que j'ai envie de mettre en place, et puis je me donne les moyens, s'il faut... je vais pas dépenser dans des petits trucs à droite à gauche, là, des petites formations que je vais jamais suivre. Par contre, à la fin, je sais que je vais faire appel aux prestataires et que là, je serai vraiment soulagée parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps, que j'aurai un super résultat, etc. quoi. Complètement. Et du coup, comment trouves-tu tes clients? Moi maintenant je les trouve principalement sur Instagram et sur Google. Puisque j'ai beaucoup investi dans ma stratégie de contenu, notamment dans le référencement SEO, notamment grâce à ton équipe, avec qui me rédige des super articles de blog tous les mois. Émilie, elle travaille pour le collectif, mais elle fait aussi appel au collectif pour créer des contenus pour son blog. Exactement. C'est vrai qu'au début j'avais commencé en écrivant moi-même des articles de blog, mais c'était beaucoup de travail et puis c'était pas optimisé pour le SEO, donc c'était intéressant, mais c'était pas... Oui, tu maximisais pas les résultats pour toi par rapport aux efforts que tu fournissais. Exactement. Donc, et puis après, moi, j'ai vraiment aussi axé ma communication sur Instagram. Je suis assez active. Je poste régulièrement. Je fais aussi beaucoup de lives et d'échanges de collaborations avec d'autres entrepreneurs dans ma niche pour développer ma notoriété. Et ensuite, j'essaye de renvoyer tout ce trafic qui vient de Google ou de Instagram dans ma newsletter. Et j'envoie également des newsletters tous les 15 jours. Voilà, un bel exemple comme quoi la stratégie de contenu ça marche. Complètement, ouais. Moi, c'est ça, depuis le début, moi j'étais convaincue justement, je repars sur le début de moi qui était dans mon canapé, et il y a plein de gens qui m'ont dit vas-y, fais-toi un book, va prospecter, ou j'ai une experte en assurance qui m'a dit moi j'adore le phoning, je te forme au phoning si tu veux et tout, je te là non mais moi la prospection, je suis quelqu'un de base, non, moi je déteste ça. En plus, je me sens vraiment oppressée quand on vient me chercher. Si c'est bien fait, ça va, mais en tous les cas, je ne pouvais pas faire ça, c'était vraiment non. Et j'étais là, mais je suis sûre, alors certainement pas sur mon canapé en train de googler comment trouver des clients, mais je suis sûre qu'il y a une façon de trouver des clients sur internet et sans avoir besoin d'aller taper à la porte physiquement, tout ça, ou même par téléphone. Et encore une fois, il fallait juste se former et trouver les bons prestataires, quoi. Et trouver la bonne stratégie qui correspond à ce que moi je veux faire. Il faut tester pour voir ce qui marche pour soi, etc. Parce qu'il n'y a pas de recette magique. C'est pas parce qu'il y en a, la newsletter ça fonctionne que ça fonctionne pour tout le monde. Les réseaux sociaux c'est pareil. Lequel, parce qu'il faut prendre le temps de choisir, de vérifier, etc. Mais en même temps, quand on y pense, la stratégie de contenu c'est assez logique si on regarde soi-même comment on agit. Comment on fait quand on veut... tu vois, tu l'as dit, quand tu cherchais comment trouver des clients, comment tu faisais? Tu tapais sur Google. Complètement, c'est exactement ça. Ça paraît logique que quelqu'un qui va chercher comment avoir une belle image de marque, comment avoir des belles photos pour sa boutique en ligne, etc., va taper ça sur Google, quoi. Et consommer du contenu sur Instagram ou les réseaux sociaux. Et au final, si vous regardez comment vous fonctionnez, vous verrez que vos clients ils fonctionnent pareil. Et aujourd'hui, oui... C'est pas que la prospection c'est mal, d'ailleurs j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, il n'y a aucun problème et il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et c'est totalement ok. Mais par contre, si c'est pas vous, si ça vous ressemble pas, si vraiment ça vous met en angoisse totale, il y a d'autres moyens. Oui, c'est exactement ça. Moi je suis pas contre la prospection, en plus quand c'est bien fait et tout, mais c'est juste que moi ça m'oppresse en fait, je peux pas faire ça, je me sens bloquée, j'y arrive pas et puis moi je suis pas quelqu'un qui aime trop relancer et tout, c'est vrai que même les clients à qui j'envoie des devis, s'ils me répondent pas, je les relance une fois, deux fois et puis après je passe à autre chose quoi, j'aime pas,
Genre, si tu... Oui, je sais que c'est... dis que si la personne a envie de travailler avec toi, au bout d'un moment, elle va te répondre, même si c'est pour dire peut-être non ou pas tout de suite, mais moi, elle va te répondre, quoi, alors que... Exactement. Ce silence-là, t'as juste l'impression d'aller déranger les gens, quoi. Mais après, je dis ça, mais c'est vrai que quand je veux vraiment une opportunité, moi, je suis quand même aussi quelqu'un qui je lâche pas l'affaire. Ouais, c'est vrai que, justement, j'avais une personne avec qui je voulais collaborer, et j'avais envoyé un vocal, elle m'avait répondu en disant, c'est pas le moment tout de suite, peut-être plus tard. Et du coup, j'ai relancé, elle me répondait jamais. Je me suis dit, tant que c'est pas un non, c'est pas un... Enfin, genre, si ça la dérange, elle va juste m'écrire, elle va me répondre, arrête de m'écrire, tu me harcèles. Ouais. Mais après, évidemment, je la harcelais pas non plus tous les 15 jours, quoi. C'était genre tous les 2 mois, je renvoyais un message, au fait, tu m'as pas oublié. mais bon, finalement, elle a finalement répondu par la négative. Mais au moins, j'ai ma réponse, mais j'ai quand même... j'ai quand même continué à insister jusqu'à ce que j'ai un non. En fait, pour moi, tu vois, ça, c'est plus de la relation. Ouais. Enfin, en tout cas, essayer de créer un lien avec quelqu'un avec qui tu as envie de travailler et puis qu'elle pense à toi le moment venu, éventuellement, plutôt que d'envoyer un mail hyper froid, tu vois, ou à côté de la plaque. Enfin, je pense que toutes les semaines, je reçois des mails à côté de la plaque, quoi. Ou alors, où on veut me vendre des prestations de rédaction web. Ah bah oui, c'est parce que tu sais pas du tout comment on fait. Voilà. Alors que c'était mon métier, j'ai plein de rédactrices dans le collectif si j'avais besoin. Enfin voilà, entre le ciblage qui est pas bon, les messages où tu te dis oui d'accord mais non, ou qui te promettent monts et merveilles et c'est louche, au final, j'avoue que ça sert pas à la prospection parce qu'en plus on se dit que sinon on se prospecte. On risque de tomber dans ces trucs-là et on n'a pas envie d'être assimilé à tout ça, quoi. Donc, alors que complètement, il y a des choses qui sont hyper bien faites. Ouais, et puis la prospection, j'avais écouté un épisode de podcast, je sais plus la ref, mais c'était hyper intéressant justement. Et j'avais vu que prospecter, c'est pas forcément envoyer un message froid à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour lui faire un truc dont il n'a pas besoin. C'est aussi, par exemple, si quelqu'un témoigne son intérêt pour nos offres, par exemple sur un commentaire Instagram, peut-être lui envoyer un petit MP en lui disant ah, je rebondis sur ce que tu as dit, moi voilà, peut-être je peux te proposer ça, est-ce que ça t'intéresse? Et là, du coup, c'est plus agressif. Et c'est finalement quelque chose que je me rends compte que je fais naturellement. Oui, mais parce que t'as pas cette démarche de dire au départ, ok, j'ai ma liste et j'y vais, quoi. C'est plus naturel, la personne, encore une fois, à partir de ton contenu, le contenu est ta porte d'entrée, quoi. Complètement, et tout à fait. Et donc là, sans stratégie de contenu, il y aurait personne qui viendrait faire un commentaire sur Insta pour manifester de l'intérêt sur les offres, c'est clair. Donc ouais, c'est totalement complémentaire et effectivement c'est la porte d'entrée, le contenu c'est le prétexte au final pour entrer en contact, pour créer une discussion et après au fil des échanges ça peut devenir un client ou en tout cas tout de suite ou plus tard aussi. Il faut pas se dire ah la personne n'a pas acheté tout de suite, ça l'intéresse pas, peut-être que là aujourd'hui elle a d'autres priorités, peut-être qu'elle a pas les fonds, pas le temps aussi de vraiment se pencher sur la question, mais ça n'empêche pas que le moment venu, elle saura vers qui se tourner et que forcément, si vous avez déjà échangé avec elle, elle s'adressera à vous en premier. Ça... D'ailleurs, le mois prochain, j'avais une prestation avec une entrepreneuse qui m'a découvert il y a 3 ans et qui m'avait gardé dans un coin de sa tête et puis voilà, ça s'était jamais présenté et puis maintenant que c'est le moment, c'est le moment. Non mais ça c'est trop drôle aussi, ça m'est arrivé d'avoir un appel découverte et que les gens me disent oui, mon équipe, elle vous suit depuis 1 an. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Mais ils n'ont jamais... échanger, envoyer un message, ils ont réservé un appel direct et on a travaillé ensemble alors que moi je savais même pas qu'ils étaient là mais pourtant eux ils suivaient les aventures quoi. Chouette, donc c'est trop rigolo. Comme quoi même si des fois les gens n'interagissent pas toujours et tout, ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés quoi. Ouais, faut bien vous dire que même vous, tous les contenus que vous voyez, il y a plein de choses que vous commentez pas, que vous likez pas et pourtant que vous dites ah c'est intéressant ou alors vous allez juste enregistrer la publication et revenir plus tard, mais c'est pas parce que les gens ne sont pas actifs ou interagissent pas avec votre contenu, que ça leur plaît pas ou qu'ils ne vous voient pas. Ça vaut surtout d'ailleurs sur LinkedIn parce que en ce moment les gens se plaignent aussi qu'il y a moins de visibilité sur LinkedIn, etc. Mais pourtant, c'est pour avoir échangé avec plein d'entrepreneurs qui sont sur LinkedIn depuis longtemps, tous les fondateurs, tous les gens qui sont assez hauts, on va dire, dans les hiérarchies sur des entreprises assez grandes ou en tout cas des grosses PME, en fait, ils sont présents, ils consomment beaucoup de contenu, mais ils interagissent pas. Mais ça veut pas dire qu'ils savent pas que vous n'existez pas. Et ils vous voient dans leur fil et ils savent très bien qui vous êtes, en fait. Mais c'est juste que c'est assez frustrant de pas avoir de retour. Donc, faut pas se décourager. Il faut vraiment tenir bon sur ça. Parce qu'il y a une énorme part des gens qui voient vos contenus qui vont pas interagir. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés ou que ce que vous faites, c'est pas bien, en fait. Complètement, ouais. C'est clair. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner justement aux entrepreneurs ou
aux créatrices, je dis créatrices parce que c'est plus ta cible, qui veulent éventuellement se lancer en stratégie de contenu mais qui hésitent encore? Ouais, bien sûr. Alors, moi, le conseil que je donnerais déjà, c'est de vraiment faire le point sur ce qu'on veut faire et quels sont nos objectifs. Je pense que si on ne sait pas où on veut aller, c'est un peu compliqué de trouver le bon chemin, quoi. Oui. Et donc, du coup, c'est vraiment la base. Et ensuite aussi, d'essayer de faire aussi en fonction de ce qui leur plaît et de ce qui les attire. Alors, évidemment, il faut aller là où est sa cible. Hein. Mais par exemple, moi, je fais du B2B, donc ma cible, elle est sur LinkedIn. Je suis pas du tout à l'aise avec ce réseau, j'accroche pas avec la vibe du réseau. Donc, j'ai finalement abandonné et je travaille sur Insta. Et finalement, il y a aussi ma cible sur Instagram. Donc, voilà, si on a le choix, aller là où on veut et surtout pas s'éparpiller. Parce que moi au début j'ai essayé d'aller un peu partout et en fait je recyclais tout, enfin je postais la même chose partout et ça marchait pas vraiment. Alors que depuis que maintenant que j'ai décidé que c'était Instagram vraiment mon réseau de cœur, sur lequel j'obtiens les meilleurs résultats et sur lequel je suis à l'aise, j'ai mis le paquet et les résultats sont exponentiels quoi. Ouais, ça c'est vraiment un très bon conseil. Moi je dis toujours, les 3 critères en gros à prendre en compte pour faire votre choix, c'est vos objectifs. Ouais. Votre client idéal, effectivement là où il est, parce que effectivement si vous publiez là où il n'est pas du tout, ça ne sert pas à grand chose. Mais ce que vous avez envie de faire aussi là où vous êtes le plus à l'aise, surtout quand on commence, si on commence quelque part où on n'aime pas du tout l'écosystème, etc., c'est sûr qu'on ne va pas avoir envie de le faire, qu'on va mettre du temps et qu'on va finir par abandonner. Donc faut s'écouter aussi et trouver la manière de concilier les 3 pour que vous preniez aussi plaisir à créer ce contenu-là, ça va se ressentir aussi dans les contenus que vous allez créer et vous aurez encore des meilleurs résultats. Quoi. Oui, parce que c'est vrai que créer du contenu, on l'a dit, c'est pas une méthode qui fonctionne dans les 48 heures, c'est du travail de longue haleine, des fois sans résultat évident du premier coup, donc si on prend pas de plaisir à faire ce qu'on fait, on va vite se décourager. Quoi. Ouais, et c'est souvent ça qui fait que les gens se disent ça marche pas, ils abandonnent trop tôt, mais c'est beau tout dans l'entrepreneuriat où à la première difficulté ou dès que ça ne prend pas comme on a envie, des fois on a envie de se dire c'est bon, ça me saoule, j'arrête tout. Alors qu'en fait, des fois, il aurait suffi de surmonter cet échec-là ou cette difficulté-là pour que tout se débloque. Donc vraiment, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, peut-être que vous avez besoin juste d'un regard extérieur sans pour autant déléguer toute votre com et avoir un audit, ça peut être pas mal aussi pour avoir une vision de ce qui se passe. Quelqu'un qui va vous dire, ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Déjà, ça va vous donner des pistes parce que quand on est dedans, on a tellement le nez près de la feuille qu'on a du mal à prendre ce recul et à prendre de la hauteur et à se détacher aussi de l'émotionnel parce que c'est notre petit bébé, notre business. C'est clair. Et que du coup, on a du mal des fois à être objectif alors que la personne qui va intervenir, elle n'a aucune attache particulière avec votre business, donc elle va juste arriver avec son aide d'expert et faire son analyse. Donc ça peut être un bon moyen aussi de mettre un pied dans la stratégie de contenu sans pour autant déléguer si vous n'avez pas le budget, en tout cas dans un premier temps. Et je plus complètement. Et puis en plus ça permet déjà un œil extérieur, un œil neuf, c'est vraiment super pertinent. Et en plus de ça, ça donne des guidelines aussi parce que quand on ne sait pas vraiment dans quelle direction partir, juste une personne qui dit ça c'est amélioré, ça c'est bien, continue, enfin juste savoir quoi faire en fait finalement. Parce que dans l'entrepreneuriat, personne nous dit qu'est-ce qu'il faut faire et c'est génial, mais des fois quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est un peu angoissant. Ouais, c'est vrai que mais c'est souvent aussi pour ça que les gens font appel à des coachs et tout parce qu'en fait ils ont envie d'avoir une méthode. Mais il y a une différence entre méthode et réponse, moi je trouve. On est d'accord, oui. Parce qu'à la fin il faut faire ce qui est bon pour nous. Exactement. Et de notre façon. Bon, du coup c'était le mot de la fin, le petit conseil bonus. Et si vous avez envie de retrouver Émilie ou les autres freelances du collectif, n'hésitez pas à aller découvrir notre site internet. On sera ravis de vous découvrir et si vous souhaitez parler de votre projet avec nous, je vous mets le lien dans les notes de la vidéo pour réserver votre appel découverte. À très vite. À très vite.